Bonjour les bontés. Aujourd'hui, j'ai le privilège de me retrouver sur le plateau de tournage de l'émission Oui à la vie qui a été tournée aujourd'hui. C'était très intéressant. Je me retrouve avec Joël Monzé. Joël Monzé, ça va bien? Oui. Alors, toi, tu es docteur en neurosciences et psychothérapeute. C'est ce qu'ils t'ont donné comme titre tout à l'heure. Toi, tu as écrit plusieurs livres. Les premières fois que j'ai entendu parler de toi, c'est avec le collectif Oui à la vie. Et là, en ce moment, tu as un livre qu'on a aujourd'hui avec nous, c'est Soutenir le développement affectif de l'enfant. C'est aux éditions CARD. Je croyais que CARD, c'était pour les livres pour enfants, mais finalement, ça rejoint un peu ce gabarit-là au niveau d'écriture. CARD, ce n'est pas uniquement des livres pour enfants. En fait, ils s'adressent essentiellement aux parents et aux pédagogues. Ils essayent de donner des outils. Et oui, on va avoir des auteurs comme Julie Vincelette qui va avoir ses livres chez eux, mais on a aussi toute une série d'outils, de ressources, en fait, pour les adultes, pour les parents et les enseignants, oui. Alors, ce livre-là, on va parler du livre, puis après, j'aimerais ça te poser une question par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Toi, dans ce livre-là, tu as eu des collaborateurs qui viennent de l'extérieur, de la Belgique, de la France, et tu parles de développement global de l'enfant et de l'adulte. Ce que j'ai aimé dans ce que j'ai lu, c'est partir des forces de l'enfant plutôt que de ses défis. Alors, qu'est-ce que vous voulez donner comme outil aux parents avec ce livre-là? Mais en fait, quand on dit partir de ses forces, moi, ça vient d'une expérience de vie que j'ai vécue avec des enfants qui étaient sourds et aveugles. C'est-à-dire que je peux évaluer leurs déficits quand ils sont sourds. Ben, ils sont sourds, ils n'entendent pas. Et généralement, ils sont muets. Mais ça ne m'avance pas plus s'ils étaient en même temps aveugles. Puis si j'évalue les déficits de l'aveugle, ben, ça ne m'avance pas plus, ils sont sourds et muets. Je fais quoi? Donc, ça m'a vraiment amené à travailler sur la base de quoi ils sont capables, là où ils sont, à quel endroit. Donc, ça me demande, moi, en tant qu'adulte, de pouvoir trouver des portes qui me permettent d'aller retrouver l'enfant dans ses forces, dans ce qu'il est capable de faire. Et c'est certain que cette expérience d'une année de travail avec des enfants qui avaient ce genre de difficultés-là, ça a modifié complètement ma manière de voir les choses parce que, bien souvent, quand on entend des enfants, « Ah, ben il est opposant, il est TDAH, il a l'âge du non » et ceci, on fait difficilement le lien avec l'enjeu développemental de l'enfant à ce moment-là. Quand un enfant s'oppose, il y a des raisons pour lesquelles il s'oppose. D'accord? Premièrement, c'est sa nature, surtout les petits garçons. Pourquoi? Ben, quand on regarde des lions, des chiens ou des chats, ben, les petits vont tout le temps s'amuser à s'opposer un tout petit peu entre eux, vont faire du rire, ça fait partie des jeux, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Donc l'opposition qu'on va avoir à l'école, c'est juste peut-être un comportement qui est dérangeant pour l'entourage, qui est dérangeant pour l'adulte ou éventuellement les pères, mais avant toute chose, c'est un processus qui est normal. Et de vouloir pathologiser des processus normaux, pour moi, ça m'inquiète pour la société qu'on est en train de construire. La même chose, un enfant qui est très anxieux, qui va avoir les mêmes réactions qu'un enfant TDAH, mais on aura beau essayer d'éliminer le symptôme avec une médication ou avec des punitions de plus en plus coercitives, ça reste que l'enfant reste avec son anxiété. Et tant qu'on ne s'adressera pas à la source de son anxiété, on va rester avec le même problème parce que l'enfant n'est pas outillé pour pouvoir faire ce qu'on aimerait qu'il fasse. Et ça m'amène à ce qu'on a j'ai trouvé votre émission aujourd'hui tellement intéressante par rapport à la parentalisation des enfants. Et à quelque part, tout vient du noyau familial, pas seulement comment je pourrais dire ça? Ce qui m'a c'était clair pour moi, c'est que à l'intérieur du parent, dès qu'il croit, qu'il va avec ses croyances, il va mettre ça sur l'enfant. L'enfant va interpréter ce que le parent va dire, et là, à partir de là, lui, il va se faire son scénario. Fait que ça revient à le scénario que la personne a en elle. C'est ça à défaire et de prendre la responsabilité. Donc, est-ce qu'à un certain moment, oui, le parent doit prendre sa responsabilité, mais quand l'enfant il grandit, ou même quand il est jeune, est-ce que tu pourrais me dire où c'est qu'il doit enlever la responsabilité de son parent par rapport à lui pour arrêter d'être une victime? C'est ça qui m'est venu quand je vous écoutais. Mais ce que moi j'aurais envie de dire, c'est que le cerveau de l'enfant, quand
il grandit. On disait souvent tout joue avant 6 ans. C'est pas vrai, tout se joue pas avant 6 ans. Oui, il y a des éléments, il y a des blessures qui vont s'incarner à ce moment-là, qui vont rester bien engrammées dans le cerveau et qui vont influer sur une partie de la vie de la personne. Tant et aussi longtemps qu'elle n'en aura pas pris conscience en tout cas. Mais notre cerveau va atteindre sa pleine maturation entre 40 et 45 ans. C'est entre 40 et 45 ans qu'entre autres le processus de mentalisation va être suffisamment fort pour qu'on prenne suffisamment de recul par rapport à notre vie pour pouvoir voir nos forces et nos faiblesses, voir ce qu'on a appris qui nous convient, ce qu'on a appris qui ne nous convient pas, et faire quelque chose qui vraiment nous appartient, construire notre vie. C'est certain que c'est un processus. Il y a des enfants qui ont 8, 9, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a des jeunes adultes qui sont déjà dans le processus de réfléchir à tout ça, mais en même temps, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte n'a pas encore toutes les ressources nécessaires que pour pouvoir arriver à faire la part des choses par rapport à ce que sa communauté ou sa famille lui aura inculqué. Donc, l'important est de vraiment aider l'enfant à construire ce sentiment « j'existe ». Je suis une personne à part entière et j'ai des frontières. Faire respecter la frontière de l'enfant. Moi, ce que je trouve parfois triste, c'est quand on dit à des enfants qui se disputent « va jouer avec ton ami, tu ne devrais pas rejeter cet ami-là ». Mais nous, les adultes, on ne nous impose pas les amitiés. Je veux dire, on travaille dans des équipes et parfois, il y a une personne avec laquelle on a plus de difficultés. Ça demande tout un travail. Et on est adulte, on a un cerveau qui est pas mal plus développé qu'un enfant de 3, 4, 5 ans. Donc, comment l'enfant va réagir quand on lui impose, par exemple, des amis? À ce moment-là, il va devoir oublier qu'il y a une petite voix intérieure. Il va oublier sa personnalité. Oui, il oublie qui il est, en fait, et il va satisfaire aux besoins des autres. Il va complètement se couper de lui. Alors, moi, j'ai pas envie de le voir comme une victime, parce que c'est comme si, quelque part, en victimisant l'enfant, on lui empêche aussi sa part de responsabilité. Mais en même temps, un enfant, sa part de responsabilité, c'est d'être un enfant. Même si parfois ça nous dérange. Des enfants qui bougent dans une classe, des enfants qui bougent dans une maison. Au restaurant, les gens, ils ne peuvent pas endurer un enfant qui est tannant ou on leur donne des iPads ou iPhones pour rester tranquille. Oui, puis moi je me souviens d'un atelier que j'avais animé il y a quelques années où il y avait une maman qui a dit avec toute sa générosité, tu sais, ma job est déjà tellement dure et difficile et stressante. Quand je rentre à la maison, je veux vraiment la sainte paix. Le seul problème, c'est qu'elle avait 2 gars. 2 gars très toniques. C'est certain que les enfants, avec une maman qui veut avoir la paix, mais ils vont venir la chercher. C'est comme moi, quand j'ouvrais des livres, mes enfants avaient 3 ans, il fallait que j'ouvre un livre et les enfants venaient systématiquement taper sur le livre parce que pour eux, même s'ils étaient en train de jouer avec leur poupée ou avec leur camion, c'est pas grave. Il fallait attirer d'une manière ou d'une autre mon attention. C'est normal. Ils ont passé une journée à la garderie, ils ont passé une journée à gauche ou à droite, ils me revoient. Moi, je reviens du travail où je suis allé faire des commissions. Ils ont besoin de ce contact et ils vont utiliser des stratégies qui sont les leurs. Alors, c'est certain que si on a un parent qui est malade, c'est peut-être pas le moment d'aller taper sur son livre. Donc, il faut simplement accompagner les enfants. Je dis, tu sais, je te comprends de vouloir l'attention de ton papa ou de ta maman, mais pour le moment, c'est pas le moment. Tu sais, maman est dépressive, papa est en burn-out. Donc, c'est d'accompagner, c'est d'aider l'enfant. La même chose, c'est normal qu'un enfant, je pense à mon fils de 4 ans, la semaine dernière, on était en train de faire des commissions, puis on était à la caisse, il voit plein de sucreries. Papa, je le veux, je le veux, je le veux. Ben, ma réponse, c'est « je comprends que tu le veux, tu sais ». Et en même temps, le magasin, il fait ça pour te tenter, toi, d'accord? C'est excellent, parce que là, tu lui faisais prendre conscience, ça. Tout à fait, mais en même temps, maman et moi, on a pris un choix, c'est de ne pas encourager ce genre de sucrerie. Si tu veux quelque chose qui est bon, un bon dessert, parce qu'il me disait « moi, je vais l'avoir comme dessert », on va te donner quelque chose qui va être meilleur pour ta santé, avec des fruits, avec du yogourt, avec des muffins, mais qui vont avoir, qui vont être sucré avec du sirop d'érable qui est meilleur que le sucre qu'on va retrouver dans les sucreries. Donc, on peut l'aider, mais je comprends sa douleur, je comprends son désir. C'est là la grande différence. C'est ne pas juste fais ce que je te dis, pas ce que je fais. C'est de ne pas juste dire non, mais hey, ce que je vois, c'est que tu es dans la totale authenticité. Tu te respectes toi, dans toi, ce que tu as décidé de donner, mais tu lui expliques en même temps. C'est là la grande différence. Et c'est là qu'on ne victimise pas non plus un enfant. Mon fils n'est pas victime d'une propagande marketing. C'est correct que le magasin fasse ça. C'est légitime. Le magasin, il veut survivre. Et en vendant des sucreries, ça contribue
à l'équilibre financier du magasin. Donc, c'est correct. Mais moi, comme parent, j'ai une décision. Tu sais, la première fois que mon fils a fait la crise du bacon dans le magasin, c'est un autre magasin, mais c'est souvent là que nos enfants vont nous mettre au défi de réagir d'une manière la plus noble possible. Mais je me suis assis à côté de lui. Je dis, ben moi aussi, je vais bouder. Puis je me suis mis à comme si je boudais. Mais en 2 minutes, c'était terminé la crise du bacon. Il savait que ça ne marchait pas. Il n'en a jamais refait par la suite. Et c'est un truc qu'on utilise encore aujourd'hui à la maison. C'est que quand il se met à bouder, je dis, bah, moi aussi, je vais me mettre à bouder. Utiliser l'humour aussi là-dedans. Exactement. Puis lui, il se voit dans le miroir et dit, ouais, pas mal à ça. Exactement, parce que son besoin à l'enfant, c'est d'être aimé. Son besoin, c'est d'avoir un câlin. Son besoin, c'est d'être reconnu. Quand je l'imite, quand il a 4 ans, quelque part, je reconnais qu'il n'est pas bien à ce moment-là. Et je me sers de ses forces, sa générosité, son envie d'être en lien avec moi. Et il se sent sécurisé là-dedans. Puis alors, il vient faire un gros câlin. Et ah, OK, ça va, ça relâche. Et le lien avec ton enfant, quand c'est comme ça, il me semble qu'il se renforce parce qu'il n'a pas peur de toi, parce que tu l'as grondé. Oui, et ça ne m'empêche pas d'être sévère comme papa, ça ne m'empêche pas d'être exigeant comme papa, parce que, tu sais, pour moi, l'honnêteté et l'intégrité, c'est des valeurs qui sont essentielles. Et je guide mes relations, tant personnelles que professionnelles, sur cette base-là. Des personnes qui manquent d'intégrité, pour moi, j'ai difficile à les accepter dans mon cercle, quel qu'il soit. Et ça fait partie, par exemple, des valeurs qu'on transmet à nos enfants. Et c'est certain que l'intégrité ou l'honnêteté, c'est plus difficile d'en parler avec mon fils de 4 ans que d'en parler avec les 2 grands qui ont 10 ans. Mais en même temps, en les amenant petit à petit à être eux-mêmes intègres, à sentir c'est quoi l'intégrité, à nommer quand il y a des choses qui se passent, par exemple, à l'école où visiblement il y avait un manque d'intégrité, on dit, tu vois, quand on essaie de te faire comprendre, quand toi tu manques d'intégrité, ce que ça fait. Mais toi, tu viens de vivre un peu l'équivalent à l'école. Comprends-tu pourquoi on t'encourage à être une personne qui est honnête? Positionne-toi, sois honnête, parce que être honnête, ça ne veut pas dire faire toujours plaisir à l'autre. On tombe dans le livre de Thomas d'Ansembourg, cessez d'être gentil, soyez vrai. Mais oui, il faut être vrai. Et parfois, être vrai, c'est de dire quelque chose. Tu sais, je t'aime bien, Suzy, mais là, quand tu as dit cette chose-là l'autre jour, ça m'a vraiment fait de la peine. Plutôt que de faire comme si de rien n'était. Faire semblant de rien dire, mais à l'intérieur de toi, par exemple, il se bâtit comme un genre de résistance face à l'autre. Oui, et c'est là que ça permet à nos enfants de pouvoir se construire. On a eu, ma fille a eu pendant une année une professeure qui était très, très, très anxieuse. Et presque à tous les jours, elle lui rappelait que fin d'année, il y avait des examens du ministère, qu'il fallait qu'ils soient préparés. C'est parce qu'on est depuis le mois de septembre jusqu'au mois de mai, ça n'a pas arrêté. On a aidé ma fille, la professeure est juste anxieuse. Donc on a aidé notre fille à être capable de pouvoir rester, elle, dans ses baskets, elle, dans sa frontière, et de reconnaître, OK, ça, c'est l'émotion de mon professeur, j'aime pas ça, OK, mais je peux rien y faire, c'est mon professeur. Puis en même temps, on l'amène à dire, il n'y a pas que des défauts chez ton professeur. Qu'est-ce qui t'amène, toi, à avoir du plaisir d'être en relation avec elle? Ça a été plus dur pour elle que pour son frère jumeau qui était dans la classe juste à côté. D'accord? Même si mon gars, il y a eu des choses qui ont été plus difficiles à certains moments pour lui, mais il était capable quand même de dire, OK, mon professeur, je l'aime pour telle raison, telle raison. Donc à ce moment-là, l'enfant est capable de pouvoir vivre son émotion et de nommer les choses avec lesquelles il est bien et les choses avec lesquelles il n'est pas bien. Puis à l'époque, avant de faire de l'intervention avec les enfants en tant que psy, j'ai été professeur pendant plusieurs années et c'est une des choses que j'avais installé dans ma classe, un conseil de classe où les élèves avaient le droit de me critiquer. Moi, je me souviendrai toujours de leur réaction. Il y en a un qui avait pris la chance, monsieur, on peut-tu vous critiquer? Ben oui. Mais non, on ne peut pas vous critiquer. Si, si. Je fais partie de la classe. C'est un conseil de classe où on nomme les choses qui ont été le fun et moins le fun pendant la semaine. Donc, s'il y a des choses avec lesquelles moi je vous ai blessé ou je vous ai dérangé ou vous n'avez pas comprises, posez-moi la question. Soit je m'excuserai, soit je vais vous expliquer pourquoi j'ai agi comme ça, mais au moins je vais savoir comment vous l'avez vécu. Et si je sais comment vous l'avez vécu, ben, je vais essayer de trouver la meilleure des stratégies possibles pour pouvoir faire passer le message que j'ai envie de vous faire passer. J'ai jamais eu de problème de discipline comme prof, jamais, parce que les enfants se sentaient respectés. Mais je suis exigeant, mais responsabiliser, je responsabilise l'enfant. Et oui, j'en avais un qui était un peu plus turbulent que d'autres. Ben, il allait faire 3 fois le tour de la cour de récréation, puis revenait en classe, était capable de refaire un autre 3/4 d'heure de concentration. On peut vraiment, plus on responsabilise nos enfants, plus on les comprend et qu'on les accompagne, et plus ils nous donnent la meilleure partie d'eux-mêmes. Oui, et le lien est tellement plus riche.
Je voudrais te remercier beaucoup pour l'entrevue. J'ai adoré mon expérience ici. Et bien, les bontés, je vous remercie. Et je conseille vraiment, c'est des beaux outils pour les enfants. Merci, un grand merci à toi. Avec plaisir.